Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là parce que en ce lundi 12 janvier, alors que je faisais ma veille, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire qui était en train de prendre de la vitesse, à savoir la destruction possible d'un F-16 ukrainien par, accrochez-vous bien, un S-300 russe. Forcément, la temporalité m'a amené à me questionner un petit peu, alors que l'on sort d'une semaine où il y a eu beaucoup de critiques sur les systèmes sol-air russes suite au Venezuela. Et dans 2 jours, on vous fait l'analyse complète de l'attaque, alors n'hésitez pas à vous abonner et à revenir. Mais également suite au fait que les Ukrainiens viennent de sortir une vidéo de plus de 16 minutes où un pilote de F-16 témoigne de la mise en œuvre de cet appareil depuis maintenant plusieurs mois. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de nous questionner, de nous arrêter sur cette interview du commandant russe call sign serveur qui explique apparemment comment est-ce qu'il a tiré 2 missiles contre un F-16 pour le toucher puis l'achever. Alors tout de suite, forcément, on va voir pourquoi ça a un petit peu développé chez moi un sens critique. Et ensuite, derrière, nous allons regarder le F-16. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y en aurait 44 d'après Business Insider sur 87 qui ont été livrés aux Ukrainiens. Ils ont partagé pas mal d'images et très important, on les voit désormais avec des pods de désignation laser car ça y est, ils auraient des roquettes de 70 mm, ce qui nous manque sur Rafale, ce qui nous manque sur Mirage 2000 pour traiter à bas coût les drones et missiles russes. Allez, on attaque tout ça juste après toute petite prise de recul informationnelle. Sur cette chaîne, comme vous le savez, nous pensons qu'apprendre à rester correctement informé est une compétence essentielle. Pas seulement pour comprendre le monde qui nous entoure, mais également et surtout pour éviter les angles morts dans notre raisonnement. Vous me demandez souvent comment fais-tu pour t'informer et pour préparer tes vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter notre partenaire qui va vous permettre de répondre précisément à cette problématique. Ground News est une plateforme qui a été conçue spécifiquement pour rendre visibles les biais médiatiques. C'est une application et un site web qui regroupe les informations issues de sources diverses du monde entier en un seul endroit afin de vous permettre d'assurer un traitement médiatique et d'obtenir du contexte sur les articles que vous lisez. Chaque sujet est accompagné d'une visualisation claire des biais politiques, du niveau de fiabilité factuelle et de la structure, de la propriété des médias. Vous allez découvrir qui se cache derrière. Alors, on va prendre un exemple avec cette actualité qui vient de tomber. Avec Ground News, regardons ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir comment c'est formulé de manière différente, si c'est un média qui penche à gauche, qui est plutôt du centre, ou à droite. Je m'explique. Regardons ce que disent sur notre histoire les médias de gauche, donc sur, pour être très précis, ce qui va se passer dans la deuxième partie de la vidéo, la manière dont les Ukrainiens ont dû revoir les tactiques qui leur avaient été apprises par les Occidentaux pour les adapter en fait au front, qui n'est pas un front classique, on va voir pourquoi après. D'après certains médias, les combats est complètement différent. L'entraînement occidental était inutile aux pilotes ukrainiens de F-16. Tu peux pas dire inutile, c'est pas possible, il faut les former à la machine. Il y a plein de choses et la construction tactique est intéressante. Beaucoup plus réaliste, on a le Kiev Post qui nous dit que les pilotes ukrainiens de F-16 revoient leur tactique face à l'insuffisance de l'entraînement occidental sur le front. Première partie, je suis d'accord. Deuxième partie, en fait, il faut adapter. Et maintenant, si on regarde un média de droite, nouvelle tactique de combat aérien, les pilotes ukrainiens de F-16 affirment cette guerre est fondamentalement différente. On part de la même interview qu'on s'apprête à étudier, on a des narratifs complètement différents. Un outil que j'utilise énormément sur Ground News, c'est le Blind Spot Feed. Il va mettre en évidence des sujets couverts de manière disproportionnée par un seul côté du spectre politique. Ce sont des informations que vous auriez pu manquer ou qui sont parfois volontairement enterrées. Des informations que vous n'avez pas vu venir. Et en avion de chasse, comme vous le savez, un angle mort peut être fatal. Ground News est d'une certaine manière devenu notre meilleur équipier pour rester informé et avoir conscience de tous ces biais présents dans les médias. Avec Ground News, vous pouvez également tout traduire en français. La langue n'est pas une barrière. Utilisez le lien dans la description, ground.news/at, et vous aurez 40% de réduction sur l'abonnement illimité Vantage, qui est celui qu'on utilise personnellement chez Débrief. Honnêtement, s'il y a bien une résolution à prendre en ce 2026, au vu de la densité et de l'intensité de ce qui se passe, c'est probablement ceci, s'informer de la manière la plus large, la plus claire et la plus globale possible. Pour ça, Ground News, sur votre téléphone, sur votre ordi, est clairement l'un des meilleurs alliés que vous puissiez avoir, bien plus utile que Maverick en ce moment.
Allez, jingle. Roger ball. Comme toujours, quelle est la source? Regardons cette interview assez intéressante. Alors, la personne interviewée nous explique qu'il dirige des S300, des systèmes S300 qui sont modernes, complexes, alors c'est quand même assez ancien, mais peut-être une version moderne, qu'ils les ont reçus en décembre 2024, donc c'est qu'il y a de la production normale, et intéressant, qu'ils ont été opérationnels en mars. Il faut donc 2 à 3 mois pour qu'un matériel reçu soit opérationnel par les Russes, ce qui est cohérent et plausible. Donc ils ont pu entrer combat, on leur demande ce qu'ils tirent avec, et là ils nous expliquent qu'ils tirent un petit peu de tout, et qu'ils ont arrêté de compter. Alors moyennement crédible, mais des HIMARS, donc en fait ils vont tirer et intercepter de différents systèmes. Et point important, là il va insister sur le plus intéressant qui a été le F-16. Le F-16 pour eux c'est la cible la plus intéressante, que c'est le Brimad Commander qui a mis ça en place, qui a réfléchi à l'opération, ils ont dû y réfléchir longtemps et ils ont réussi à en attraper un, ils ont attendu donc que les Ukrainiens annoncent que cette cible n'est pas destructible, est indestructible. Perso, j'ai pas vu passer cette info, donc soit il est de bonne foi et il subit la désinformation russe contre son propre camp en fait, soit il nous fait de la propagande et il en rajoute des caisses. Mais pour suivre un petit peu des deux côtés, j'ai pas vu les Ukrainiens dire ça, surtout qu'un des premiers qu'ils ont reçu, ils l'ont abattu sur un tir fratricide, donc ça serait pas très logique de dire ça. Et ensuite derrière, c'est là où ça devient très intéressant. Ils ne l'ont pas abattu, il annonce ne pas l'avoir abattu avec un, mais qu'il a tiré 2 missiles, que le premier l'a touché et que le deuxième l'a terminé. C'est forcément ça. Est-ce que vous savez la charge utile, la charge militaire que l'on met dans un S300? Un S300, ça fait 1 tonne 8. Alors, il y a la propulsion, il y a tout ça, et vous avez la charge militaire qui vient exploser pour créer des morceaux qui vont gêner notre petit F-16. Il y a 145 kg de charge militaire dans la plupart des S300. Je dis bien la plupart parce que vous avez différents modèles, différentes versions. Pourquoi je vous dis ça? Regardez un Magic 2, regardez un A11, regardez un Sidewinder. On est sur quelques kilos de charge militaire et pourtant, ils ont eu des victoires aériennes. À partir de là, quand vous prenez normalement un missile S-300, un missile S-400, vous prenez un missile qui vient d'un bateau, on a vu avec un F-18 il n'y a pas très longtemps, ce sont des missiles tellement gros, avec des charges militaires tellement fortes, qu'un missile, normalement, suffit. Maintenant, point intéressant. Vous êtes opérateur de S300, vous êtes au sol, vous avez vos écrans. Comment est-ce que vous voyez le F-16? Il y a de grandes chances que vous n'ayez que grâce à un écho-radar faire la différence entre un F-16 en bon état de vol et un F-16 qui a été touché, qui est blessé, éventuellement peut-être la vitesse. Et encore, j'ai d'énormes doutes, bon courage. Le seul point, c'est éventuellement le F-16 qui tombe en vrille à plat, comme on a vu de nombreux Sukhoi. À un moment, vous voyez toutes ces images d'avions qui tombaient verticales. Là, vous vous dites effectivement, mais pas besoin de l'achever, économise tes missiles. Donc, ce qui attire mon attention, c'est absence de temporalité, on ne sait pas du tout de quand il parle, et d'ailleurs il n'y a pas de date vraiment qui ont été annoncées, donc ça a ressorti et ça a été repris par de la propagande sans vous donner vraiment de date. En 2, pas besoin de tirer 2 missiles, ce qu'on appelle un ripple, faire un double tir, très présent dans la culture soviétique avec les avions, avec les missiles d'avion, mais il n'y a pas besoin en fait de le faire. Maintenant, vous pouvez de base le faire pour en tirer 2, pour augmenter vos chances de succès si vous avez du stock. C'est possible complètement, mais pas la peine de vendre que tu l'as blessé avec le premier, achevé avec le deuxième. Les spécialistes vont forcément se dire ouais, c'est un petit peu bizarre ton histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut juste dire qu'elle est bizarre. Pourquoi ? À cause de cette charge militaire. Maintenant, important, posez-vous toujours la question, quelle est la conscience de la situation que cette personne peut avoir? Si vous avez la même situation vécue des deux côtés, avec des consciences de situations différentes, vous avez forcément des visions différentes. C'est pour ça que même dans une unité, 4 personnes font une mission de combat, on aura 4 témoignages légèrement différents. Mais point important, un F-16 a une surface équivalente radar, même s'il est touché, cette surface équivalente radar, peu de chances qu'elle disparaisse instantanément. On va avoir une épave, on va avoir un avion en difficulté.
Pas besoin d'en remettre une. Maintenant, regardons un petit peu ces F-16. Comme vous le savez, 30 Belges promis, 19 du Danemark, 14 de la Norvège, 24 des Pays-Bas. De ce que j'ai trouvé en source ouverte, il y en a 4 qui ont été annoncés perdus, donc les Ukrainiens ne cachent pas leurs pertes. On a eu de la perte, on a dit, sur du tir fratricide. On avait prévenu, c'était triste, mais il fallait s'y attendre parce que la coordination des feux est très compliquée. Ensuite, derrière, vous avez eu de la perte lors d'interception de drones. Et après, il semblerait effectivement qu'il y en a qui étaient abattus. Donc, je ne dis pas que c'est faux pour le S-300. Jusque-là, ça sort du chapeau, sans date, sans rien. MEF, comme on dit. Et la temporalité avec le Venezuela, double MEF. Est-ce que vous avez besoin de juger dans les 2 prochains jours? Et ce qui va être intéressant, eh bien, c'est de voir qu'à l'heure actuelle, oui, il y a ces F-16, mais ce n'est pas la dernière version. Loin de là. Et on va tout de suite rentrer dans l'analyse de l'interview du pilote de F-16 qui nous dit clairement qu'il aimerait bien avoir des versions Block 70, Block 72, bref, des versions plus modernes pour avoir un meilleur impact militaire. Mais il n'est pas avare en détail. On va voir ça de suite. Alors, juste avant de voir cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir des AIM-9, des L et des M. Ce sont ces missiles courte portée. Ils vont être emportés par 4, voire par 6. Grande différence avec la vidéo du 2000 qui avait 2 Magic. On ne voit pas les X qui sont la toute dernière version. Entre-temps, on avait déjà parlé du Mirage 2000. On a vu une photo avec un Mika. Donc, il semblerait que les premiers Mika soient arrivés en Ukraine. On va voir également qu'il y a des AIM-120 avec nos F-16. Vous allez voir de multiples capteurs et senseurs de guerre électronique, le sniper dont on parlait tout à l'heure. On va voir également le pod d'autoprotection Terna qui permet de prendre des chaffes, des leurres et des capacités de brouillage en plus. En point central, ça va être flouté, mais on s'attend, les spécialistes pensent que c'est de l'AN ALQ 131, donc de la guerre électronique. Et on voit également de quoi emporter des GBU-39, des petites bombes qui sont extrêmement précises. Allez, on regarde tout ça, c'est parti. Vidéo donc sur YouTube, voilà, alors vous voyez la multitude d'AIM-9. On a notre pilote combinaison de vol américaine, du grand classique, là ils nous ont brouillé. Alors, hop là, on a les mêmes micros, ça c'est des petits micros DJI. Qu'est-ce que l'on voit? La casquette. La casquette, ça dit beaucoup sur un homme. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est le Longhorn, c'est le Texas, c'est probablement là où il a fait sa formation, où il est allé faire sa formation sur F-16 aux États-Unis. Allez, les images en vol, on voit qu'il y a du bidon, on voit qu'il y a les personnels au sol qui préparent les machines. Les chaussures, on est sur du grand classique. On a au sol, on avait les lumières allumées, ça c'est intéressant. Donc ils ont les lumières qui étaient allumées. On voit que là, alors je ne sais pas si c'est pour faire beau ou pas, mais l'avion a l'air plus ou moins sur la piste directement. Il a retiré son name tag, son nom. Décollage, il nous cache un petit peu où c'est. La post-combustion allumée, le train qui rentre, de la bonne météo. Rien de bien particulier à ajouter. Il va commencer en nous expliquant que c'était presque irréaliste, que c'était génial de recevoir ces F-16. Ils n'ont pas eu ces F-16 par hasard, ils ont dû beaucoup demander. Il a perdu des collègues qui étaient allés aux États-Unis, qui avaient fait ces demandes. Ils ne sont pas vraiment arrivés tout seuls, ces F-16. Grosse pression ukrainienne pour les avoir, ce qui leur permet de sauver des vies actuellement et également de plus se défendre sur la ligne de front. Point très intéressant, c'est là où on a toutes nos histoires. La tactique qu'on nous a appris à l'étranger n'était pas entièrement adaptée à la guerre que l'on mène. En fait, c'est ça qu'il a dit. On a dû s'asseoir et repenser à comment employer l'avion, très très important, comment détruire les missiles de croisière et les drones. Bah oui, dans les techniques occidentales, on ne fait pas. On ne sait pas le faire, on n'a pas de procédure. Quand je dis on ne sait pas le faire, on sait le faire, mais c'est pas le même niveau de maturité que les Ukrainiens. Donc là, ce qu'il faut comprendre, rappelez-vous les articles, c'est pas que ce qu'on leur a appris est nul, c'est qu'il a fallu l'adapter à la réalité. Et le travail du pilote et le travail du tacticien, parce qu'un pilote est un tacticien, est en permanence d'adapter à la réalité l'emploi de son vecteur. On fait que vous le répétez sur cette chaîne, c'est ça qui fait l'attrait principal et le côté très sympa de ce métier. Vous êtes en permanence chef de votre projet, vous devez l'améliorer. Donc c'est absolument normal. Et ce qui est vrai là, en janvier, ne sera plus vrai en mars. Important de le comprendre. Décollage donc avec pas mal d'AIM-9. On voit que ça va donc attaquer, intercepter et non pas chercher là à aller sur la ligne de front. À partir d'août, ils ont fait leur première sortie de combat et comme on l'avait dit sur cette chaîne, comme on l'avait supputé, eh bien plutôt que d'aller risquer le combat sur la ligne de front, ils ont commencé par gagner de l'expérience et intercepter derrière les lignes ennemies, à l'intérieur de leur territoire, en profondeur chez eux,
tout ce qui était missiles de croisière et drones, donc comme il nous l'illustre ici, avec de l'IM-9. Ils ont détruit plus de 1000 cibles aériennes, ça veut dire un paquet de missiles qui ont été utilisés, mais c'est du L, c'est du M, c'est de l'ancienne génération, il y en a des milliers disponibles. Là, on voit un beau tir depuis un biplace, très intéressant. Là, ils nous donnent des infos tactiques. Ils opèrent à 3 avions, 2 pour attirer les missiles adverses, donc 2 qui font la chèvre, et 1 qui va pouvoir les taper. Là, on n'est pas pour faire de la protection du territoire, on est dans de l'action offensive. Et si vous avez lu au-delà de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on vous a mis? Eh bien, on vous a mis exactement ce qu'il est en train de nous expliquer. Donc, nous, on avait mis, à l'époque, il n'y avait pas encore la livraison, 2 MiG-29 qui vont faire la chèvre face à la patrouille russe de Sukhoi 35 à 40 000 pieds. Spoiler alert, tout ce qu'on vous a dit dans le bouquin, on avait raison. C'est intéressant, ça fait plaisir. Et ensuite, derrière, eh bien, ils vont attirer la cape, donc ils vont attirer les défenseurs aériens adverses, et pendant ce temps-là, eh bien, l'attaque au sol peut se faufiler. Donc, c'est quand même un petit peu des tactiques qu'on connaît en Occident, sinon je n'aurais pas pensé, mais ils ont été obligés forcément de les adapter au champ de bataille. Donc en fait, 3 avions, un striker, comme on dit, d'attaque au sol, et 2 qui vont faire de la sweep, ou plutôt là qui vont faire la chèvre, qui vont attirer la chasse adverse. Il va nous en parler plus en détail, Sukhoi 35, et notamment également du 57 dont il va nous parler. Et si vous posez la question comment ils détectent un 57, probablement grâce au radar à la guerre électronique. Très important, ils disent qu'à chaque sortie, ils se font tirer dessus. Donc il y a une présence russe qui est très contraignante en face. Il nous dit également que sur une sortie, ils ont un pilote qui a réussi à détruire 6 missiles de croisière. Donc si tu as 6 missiles avec toi, c'est 100% de taux de succès. Et tout ce qui est au-dessus, ça va être au canon. Canon qui est dangereux, là il ne va pas trop nous en parler, mais ils ont perdu un F-16 et donc il faut se méfier. C'est possible, mais il faut des bonnes conditions. On avait vu des interviews de pilotes de Rafale français qui expliquaient bien qu'il faut comme certaines conditions pour pouvoir tirer au canon sur une cible en toute sécurité. Ils disent aussi qu'ils ont abattu des chasseurs ennemis, enfin des avions ennemis. Des avions ennemis, ce n'est pas forcément des chasseurs. Donc avec l'AIM 120, ça peut effectivement faire beaucoup de dégâts. Maintenant, il nous explique qu'il peut faire plus et forcément, il va insister sur le fait que la technologie qu'on leur donne, c'est notre ancienne génération. Donc c'est ce qu'on utilisait, nous, dans les années 80, et plutôt 90 à l'année 2000. C'est grosso modo ce qu'ils mettent en place. Il va nous expliquer qu'au début de l'invasion, ils ont fait force de courage. Ils vont nous réexpliquer un petit peu tout ça. Je vous mets la vidéo juste en dessous. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse, elle est un peu longue. Point très important, c'est qu'il va nous expliquer qu'ils ont réussi à mettre en place ce concept qu'on appelle maintenant le concept ACE, qui est cette guérilla aéronautique, hein, comme ça qu'on l'avait appelé nous au début, capacité à se déplacer partout et à préserver leur potentiel, chose qu'on a un petit peu perdu dans les armées occidentales parce qu'on a moins de bases. Donc ils ont eu la chance en fait d'avoir l'héritage soviétique dans leur pays avec toutes ces bases, toutes ces cachettes pour pouvoir amener leurs avions un petit peu partout, être cachés et survivre et tenir les premiers mois. Ensuite, ils ont eu la problématique de l'anglais, forcément. Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'ils décollaient en alerte, ils ont bossé entre chaque vol l'anglais de manière à pouvoir aller suivre la formation à l'étranger et apprendre Mirage 2000 ou F-16, ce qui leur a demandé beaucoup d'efforts supplémentaires, efforts dont se passerait bien pendant une formation, mais qui est indispensable, ça c'est un point qu'on avait identifié, forcément. Toute la formation va se faire en anglais, le coaching va se faire en anglais, mais maintenant, grâce à la technologie, on peut plus facilement traduire les manuels de vol, il y a pas mal de choses possibles. Encore une fois, l'anglais, la compréhension, c'est le nerf de la guerre. Là, ce que l'on voit, c'est vraiment à l'ancienne, ils mettent tous les mots techniques. Si vous regardez line-up, copy, taxi, read, pilot, donc on a une multitude, là on a les couleurs quand même, pour vous donner une idée, hein, ils en sont à prendre des couleurs, donc ils partaient vraiment de très très loin. Et si vous ne pouvez pas comprendre en temps réel votre instructeur, forcément c'est compliqué. Et l'apprentissage est déjà très complexe comme ça, donc forcément, comme il le dit, ils auraient préféré se reposer, mais ils s'entraînaient à l'anglais entre chaque. Ça veut donc dire que ce sont des pilotes opérationnels qui ont été envoyés initialement. Et ça, on le savait, des pilotes expérimentés qui ont été envoyés dans un premier temps faire la transfo, faire la formation, c'est logique, avant d'envoyer, si on peut dire, des ab initiaux qui, eux, auront plus le temps de monter en compétences. Mais pour ces personnes qui font la transfo, ça fait un petit peu mal, très forte charge de travail, comme il dit, mais la motivation était là, ils savaient que leur pays était attaqué. Alors, petit point rigolo, regardez, ils se mettent des petits stickers sur les casques. Au niveau des gants, là, ce que vous voyez sont des gants américains, donc c'est voilà, l'équipement de vol américain.
alors qu'on était dans un avion russe. Donc là, il nous explique cette histoire de lobbying pour les F-16. Ça a fonctionné, faut pas oublier, hein, ça a pris du temps, ça a été long. Quand ils sont allés faire leur formation là-bas, ils ont dû comprendre l'espace aérien occidental. C'est très compliqué de ce qu'ils font, c'est très différent de ce qu'ils peuvent faire dans les pays de l'Est. Donc non seulement apprentissage, matériel, espace aérien, anglais, bref, ils ont eu une grosse charge de travail pour pouvoir réussir leur formation. Point intéressant, là on nous met des images avec les Anglais, donc ça c'est les ab initio, c'était les petits jeunes. Au niveau des simus, alors ça, ce genre de simulateur, très intéressant, très réaliste, on est sur un cockpit en fait de F-18 Lone Wolf. Petite image intéressante, ils l'ont monté sur Vérin pour un peu plus de réalisme. Mais le point qui est intéressant, c'est que ça, c'est fabriqué en République tchèque. Je connais bien le fabricant. Là, on est en train d'utiliser DCS, donc DCS F-18 qui est lié en fait au simulateur que l'on a vu avant. Il l'utilise de manière à pouvoir s'entraîner justement à des opérations. On avait parlé de ces simulateurs de vol. Vous avez également le F-16 et le Mirage 2000 disponibles dans ce simulateur initialement russe, désormais qui est suisse. Point qu'il met en avant, c'est le fait qu'ils aient dû apprendre à travailler dans l'espace aérien avec les civils de l'Ouest, qui est forcément un petit peu différent, donc il nous met en avant toutes ces petites difficultés. Alors, quand ils sont rentrés en Ukraine après l'entraînement, là, ils se sont retrouvés face à la réalité et ils se sont rendus compte donc, que la tactique qu'on leur avait enseignée n'était pas tout à fait adaptée à leur combat. Et pourquoi? Parce que nous, nos tactiques sont par rapport au conflit que l'on a fait, mais surtout à des idées de saturation. On y va avec les moyens. Et eux n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette masse critique pour imposer le rythme à l'adversaire. Regardez au Venezuela, les Américains ont imposé le rythme à la menace et c'est eux qui ont réussi comme ça à saturer. Ils n'ont pas cette capacité-là du fait du nombre de machines, donc forcément ils ont dû s'asseoir, ils ont dû réfléchir. Comment est-ce qu'on intercepte les missiles? Comment est-ce qu'on intercepte les drones? Comment est-ce qu'on arrive à avoir un impact sur le champ de bataille? Au niveau des chiffres, il nous dit qu'ils ont détruit donc plus de 1000 cibles aériennes, du Shahed, du drone propulsé par du réacteur et du missile de croisière. Ils ont fait 1600 strikes, donc tirs contre des cibles au sol. Alors, des strikes, ce n'est pas des sorties. Il y a deux choses différentes. Une sortie, c'est un vol, une mission. Un strike, c'est une cible traitée. Donc, par exemple, si vous tirez 4 cibles différentes, eh bien, ça fait 4 strikes sur une sortie. Il dit forcément que ça impressionne les partenaires. Et effectivement, avec le nombre d'avions, c'est énorme. Et là, maintenant, il nous explique qu'il y a du retour d'expérience et que les Occidentaux profitent de leur retour d'expérience pour améliorer nos propres tactiques. Là, il nous explique sa mission du jour. Ils sont allés dans le Donbass et l'ennemi a essayé de les gêner. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retrouvés face à des menaces aériennes et des menaces sol-air. Il nous explique bien qu'en fait, ils se font tirer dessus en permanence quand ils vont du côté de la ligne de front. Par les avions, mais également par des sites solaires. Ces sites solaires, on peut penser du coup à l'interview qu'on a vue en début, avec les systèmes de S-300 et autres, qui, dès qu'ils arrivent à détecter, ouvrent le feu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'ennemi a tiré 2 missiles dans leur direction, ce qui vient être cohérent avec le narratif qu'on a entendu initialement. Et par contre, c'est les deux chèvres qui sont allés faire les cibles et qui sont fait tirer dessus, qui ont attiré et focalisé l'attention des Russes pour permettre aux strikers de se faufiler, d'aller taper la cible. Tout le monde est rentré vivant à la maison. Donc dans le combat aérien moderne, vous pouvez avoir beaucoup de missiles tirés et pas beaucoup d'avions abattus si tout le monde connaît bien la performance du système adverse et réagit à la bonne distance. Il nous explique bien qu'ils ont des troupes au sol qui ont besoin d'aide et c'est ce qu'ils essayent d'apporter. Et à chaque fois, donc, ils vont faire d'un côté la chèvre, de l'autre côté ça passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un AIM 120, si vous êtes un Sukhoi 35 ou autre, vous ne pouvez pas ne pas honorer une menace de risque en fait de vous faire abattre. Donc si à 3 ils arrivent à faire ça, c'est qu'en face ils sont pas très nombreux. Si en face il y avait par exemple 6 défenseurs dans le ciel, sa technique ne marcherait pas, mais elle fonctionne au vu des moyens en face. Il nous explique bien que la ligne de front est saturée par des systèmes solaires, qu'ils ont des Sukhoi 35, 57 et MiG-31. Je vous rappelle que le MiG-31, faut s'en méfier, il y a eu plusieurs kills avec des tirs très longue portée et très important. Il patrouille à haute altitude, exactement ce qu'on vous mettait au-delà de l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'ils ont cette capacité, les Russes, pas trop loin du front, à être haut, et donc il n'y a pas de système sol-air longue portée ukrainien proche du front. C'est vraiment ce que nous apprend la vidéo, alors qu'il y a des systèmes sol-air russes et la chasse russe proche du front. C'est la grande leçon en fait de cette vidéo. Néanmoins, avec les bonnes tactiques, ils arrivent à se faufiler, parce que même s'il y a du monde, en volant bas, en se faufilant, en envoyant des avions faire chèvre, alors point important, si vous avez un Sukhoi 25
et un F-16, c'est facile pour le défenseur de savoir qui va attaquer au sol, qui est la cible aérienne. Si vous n'avez que du F-16, vous ne pouvez pas savoir lequel est dédié à l'air-air, lequel est dédié à l'air-sol. Et c'est ça qui est fort avec les avions omni-rôle, ça n'aide pas le défenseur, la personne qui fait de la protection de l'espace aérien, à savoir lequel je dois choisir. Vous pouvez vous en douter grâce aux altitudes, mais encore une fois, les avions, ça peut varier très très rapidement d'altitude, donc c'est une contrainte supplémentaire, et ça c'est une force de l'omni-rôle. Quand vous avez un avion spécifique, tout de suite on sait ce qu'il fait. Si au radar je vois un Mirage 2000D, je sais que Mirage 2000D va faire de l'attaque au sol. Super étendard, attaque au sol. Je vois Rafale, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Maintenant il nous explique que l'avion fonctionne bien, mais que voilà, s'ils avaient un bloc 70, 72, il serait plus efficace. Il pourrait voir mieux et surtout il pourrait voir plus efficacement les adversaires et éventuellement les traiter. Donc à l'heure actuelle, ce qu'il nous explique, c'est qu'ils arrivent à très bien exploiter le F-16 dans la version qu'on utilisait dans les années 90 à 2000 en Occident, qu'à l'heure actuelle, il y a encore une voire deux générations occidentales qui existent, et que si ils pouvaient commencer à acquérir ça, ça leur permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Et sinon, il a bien retenu la leçon de l'entretien avec J.D. Vance, entre son président et l'entretien avec J.D. Vance et Trump. Il remercie la coalition. Et pour rappel, les Américains aident à la formation et également aident pour des pièces, du renseignement et autres, les Ukrainiens. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ça. Donc ça nous permet, quand on confronte les sources, de faire du recoupement, mais encore une fois, pas de temporalité, pas de déclaration. Les Ukrainiens ont quand même annoncé toutes les pertes apparemment de F-16 en vol, à voir dans les prochains jours s'ils en annoncent une ou pas. Mais je vous rappelle que cette vidéo qui vient de sortir sur les réseaux sociaux de l'interview du chef russe ne nous donne pas une date pour ce kill. Je vous dis à très bientôt dans 2 jours sur la chaîne pour parler du Venezuela. Il y a pas mal de choses intéressantes à expliquer. Fly safe.